Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire. Je vous remercie pour votre patience. C'est vrai qu'on a commencé avec un petit peu de retard. Donc voilà, on va tout de suite commencer avec ce webinaire. Donc aujourd'hui, on va vous présenter un produit qui devient de plus en plus populaire dans les portefeuilles des investisseurs et qui connaît une très forte croissance ces dernières années. Avant de commencer avec la présentation, voilà, on a l'obligation de le faire. On va juste, voilà, je ne sais pas si vous voyez l'écran. Normalement, vous voyez. Si jamais vous avez un souci ou quoi que ce soit avec la présentation, vous avez la section des questions où vous pouvez voilà, juste nous dire si vous entendez bien, si vous voyez la présentation, etc. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à le dire aussi dans la section des questions. Donc voilà, avant de commencer, comme je le disais, on a juste ce petit disclaimer où c'est juste pour vous informer que cette présentation ne constitue pas une offre ou une recommandation, c'est pas non plus un conseil en investissement. On va voir différents ETF à titre d'exemple. Donc voilà, c'est juste pour dire que ça ne constitue en rien un conseil en placement. Voilà, donc on revient sur la présentation et je vais passer la main à notre présentateur, Monsieur Salvatore Catalano, qui travaille pour la société Vanek. Donc on a la chance aujourd'hui d'avoir un spécialiste avec nous qui va nous expliquer comment fonctionnent les ETF. Donc je ne sais pas si Salvatore m'entend bien. Salvatore, est-ce que tu es là? Oui, je suis là et je suis désolé pour Très bien. pour les problèmes techniques. Ça sera pour la prochaine fois avec mon visage. Oui, Vous voilà, c'est vrai m'entendez? qu'on a eu un petit souci avec la caméra, mais voilà, on va commencer la présentation. Normalement, vous devriez voir la présentation de Salvatore. Donc, Salvatore, pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous donner quelques mots à propos de toi et aussi à propos de la société pour laquelle tu travailles, qui est Vanek et qui est quand même un spécialiste en matière d'ETF finalement? Très volontiers, Marco. Alors, bonsoir à tous et merci pour joindre ce soir. J'espère que tout le monde va bien me comprendre, même si que je ne suis pas francophone, mais je vais donner de mon mieux. Alors, mon rôle chez Vanek, moi, je suis responsable pour la partie commerciale en Italie et la France pour la vente des ETF pour Vanek. Vanek, c'est une société de gestion du patrimoine américaine. La maison a été fondée en 1955 et elle est active au niveau global. On gère 69 milliards de dollars, presque 5 milliards et demi en produits UCITS. Euh, Aux États-Unis, on est un des top 10 émetteurs des ETF. Comme vous pouvez voir dans ce slide, on a commencé bientôt en 2006 avec cet instrument. On est convaincu que c'est quelque chose que c'est très important et que ça peut vraiment porter des avantages pour les investisseurs et de la valeur ajoutée. Euh, pour vous donner un peu une idée de qu'est-ce qu'on fait, si on va regarder un peu notre gamme de produits, on va voir qu'on a plusieurs ETF cotés sur les plusieurs bourses européennes, aussi effectivement en Suisse. On offre des investissements thématiques, sectoriels. On a aussi des solutions Smart Beta, que ce soit en fixed income, en obligations ou actions, mais on a aussi des investissements de caractère core, ça veut dire pour la part principale du portefeuille. C'est un peu ça qu'on offre en Suisse. Actif en Suisse depuis 2004, mais effectivement avec les ETF UCITS à partir de 2015. Ça, c'est en bref Vanek. D'accord, très bien. Alors, merci beaucoup, Salvatore, pour ces précisions. On va tout de suite entrer dans le vif du sujet, finalement. Et puis, lorsqu'on observe un petit peu votre site internet, on voit que vous proposez une large gamme de produits en matière d'ETF, des ETF thématiques, sectoriels sur le thème Smart Beta et aussi certains ETF de base. Mais si on commence par les ETF en général, comme je l'ai dit au début, on remarque une très forte croissance dans l'intégration des ETF dans les portefeuilles à échelle mondiale et européenne. Euh, mais finalement, selon toi, est-ce que c'est seulement une tendance ou est-ce que c'est un changement structurel dans l'investissement en soi?
C'est une bonne question. Effectivement, c'est définitivement pas une tendance. Je pense si on regarde un peu les chiffres des dernières 20 ans, ces chiffres-là, ce sont les actifs en milliards de dollars américains investis en ETF. C'est une croissance énorme qu'on peut voir depuis 2003 à aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 10 billions de dollars investis en ETF. Dans les dernières semaines, on pouvait lire aussi dans des journaux ou des médias comme Bloomberg qu'on s'attend que la croissance ou les chiffres ils vont se doubler dans les prochaines années aux États-Unis. Et je pense, parce qu'ils sont déjà quelques années avant de nous, on peut s'attendre la même croissance aussi en Europe. C'est définitivement pas une tendance, mais un change structurel des investisseurs qui ont choisi ou qui choisissent beaucoup plus les ETF. Ça, c'est important. Si on regarde aussi ce slide-là, on regarde un peu les flux, on peut voir deux choses. Alors, sur le graphique en haut, on voit les flux de fonds communs de placement. Ça veut dire les fonds qui sont gérés activement par un gestionnaire. Ça veut dire quelqu'un qui a la discrétion d'ajouter ou d'enlever un titre d'un portefeuille ou d'un fonds à sa discrétion. Les flux ça devient moins. Le meilleur exemple, c'est 2022, où on a vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont retiré l'argent des fonds actifs. De l'autre côté, le graphique en bas, il nous montre que les chiffres, les flux dans les ETF sont en croissance pendant tous les dernières 10 ans. Et je pense que c'est vraiment un changement structurel. C'est pour ça qu'on est convaincu que c'est quelque chose d'important et qui va rester. D'accord, très bien, oui. Donc, alors, comme tu l'as dit, on remarque que c'est un changement structurel qui, à l'avenir, devrait aller en ce sens-là. Mais voilà, une question un petit peu plus générale et un peu pour comprendre comment les investisseurs ont commencé à traiter les ETF. Finalement, comment est-ce que toi, tu peux expliquer que les ETF soient si attrayants pour les investisseurs, finalement? Je pense qu'il y a plusieurs choses qu'on doit regarder. Alors, d'une côté, il y a une réglementation, ça veut dire le MiFID, qui a mis un peu, a apporté de la transparence pour les frais, les coûts des fonds en gestion active. Ça veut dire on a commencé à regarder un peu plus attentivement aux frais qu'on payait comme investisseur. Mais de l'autre côté, on peut aussi voir que si on regarde le rendement des fonds à gestion active, la plupart des gestionnaires actifs vraiment ne parviennent pas à battre un indice comme le S&P 500. Le S&P 500, c'est un des indices boursiers principaux qui représente les 500 titres en bourse américaine. Et normalement, si on choisit d'investir avec une gestion active, on s'attend d'un portfolio manager, d'un gérant, qu'il est capable de battre un indice. Les chiffres, les données nous montrent que ce n'est pas le cas. Ça veut dire on a une différence, souvent on a une différence de prix, des coûts, des frais qui sont beaucoup plus élevés, mais qui ne portent par exemple au résultat qu'on s'attend. Ça, on peut voir aussi sur le graphique à la droite, même à la longue, dans un horizon de 15 ans, seulement vraiment peu de gérants sont capables de battre l'indice. Alors, si on regarde ces données, on se pose la question, pourquoi je dois payer plus si j'ai pas de alpha? L'alpha, c'est la génération d'une surperformance vers un indice sous-jacent ou, dans le cas de la gestion active, on parle d'un benchmark. Et ça portait aussi un peu les investisseurs à choisir les ETF ou si on veut avoir une exposition à un indice boursier, on peut le faire avec des frais beaucoup plus bas. Ça veut dire je peux choisir de répliquer un S&P 500 avec un 0,15, 0,10%
des frais. Ça, c'est une chose, sûrement un des arguments plus importants qui ont porté les investisseurs vers les ETF. D'accord, très bien. Alors, par rapport à ça, tu as déjà donné quelques indices du pourquoi est-ce que les ETF deviennent de plus en plus populaires et font de plus en plus partie des portefeuilles des investisseurs. Euh, pour aller un peu plus dans les précisions, est-ce que tu pourrais nous donner aussi un peu plus d'avantages ou à l'inverse des désavantages des ETF? Oui, volontiers. Je pense juste de parler des avantages, mais aussi des désavantages. Ça, c'est clair. Alors, les avantages, on commence avec la part positive des ETF. Ce sont lesquels? C'est la liquidité, pour commencer. Ça veut dire, je peux investir dans un ETF pendant toute la journée, euh, ça n'importe à quelle heure, et j'ai toujours un prix qui est donné par le market maker. Si je veux faire la même chose avec un fonds en gestion active, je peux acheter ou je donne l'ordre d'acheter un fonds en gestion active, mais je ne sais pas le prix. Pourquoi? Parce que le prix du fonds, il va être calculé à la fin de la journée. Ça veut dire j'ai pas de transparence parce que je ne sais pas à quel prix je vais acheter les fonds. Ça, c'est quelque chose que l'ETF, il me permettent d'avoir en toute transparence, c'est important. Euh, D'autre côté, on a déjà parlé des frais, des coûts qu'on a dedans d'un ETF, où je peux investir dans un panier de titres bien diversifié. C'est important parce que je n'achète pas une action ou une obligation, mais je vais investir dans plusieurs titres. Ça veut dire bien diversifié, je diversifie le risque et je peux le faire avec des frais très bas. Les désavantages. Alors, ça, c'est une chose importante. Avec un ETF, j'essaye à répliquer. Alors, le devoir de l'ETF, c'est de répliquer un indice boursier. Ça veut dire les titres qui sont représentés par l'indice, ils sont répliqués par l'ETF. D'autre côté, un gérant actif. Si on prend une société peut-être qu'aujourd'hui a une nouvelle qui est négative, il a la flexibilité et la discrétion d'enlever un titre de son fonds parce qu'il peut dire bon, j'aime pas bien le titre, alors je le laisse, je n'investis pas. Au même temps, dans l'ETF, le titre il va me rester parce il est encore dedans de l'indice. Effectivement, ça c'est peut-être le désavantage le plus grand parce que je passe la discrétion de choisir les titres dans lesquels je veux investir. D'accord. Alors, je trouve très intéressant le comparatif avec les fonds de placement, où c'est vrai que c'est un type de placement qu'on avait le plus l'habitude de voir, notamment ces 20 dernières années, avec des gestionnaires qui créaient des fonds de placement qui étaient ensuite proposés aux investisseurs. Donc, je trouve que le comparatif est assez bien fait. Après, par rapport aux ETF, on remarque qu'il y en a énormément qui sont disponibles sur le marché. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous expliquer comment les investisseurs font pour choisir quels ETF sont les bons, qu'est-ce qu'ils vont regarder quand ils choisissent un ETF? Alors, on en a déjà parlé, on peut regarder quel titre compose un ETF. On a aussi d'autres points assez importants à regarder. Mais selon toi, qu'est-ce qu'on doit regarder et à ton avis, quels sont les critères les plus importants finalement pour sélectionner un ETF? Très bonne question. Effectivement, je viens de lire qu'il y a environ 8000 ETF au niveau global. Effectivement, de choisir un ETF l'ETF parfaite, c'est difficile. On doit dire une chose. Alors, moi j'ai pris deux exemples qu'on utilise chez nous pour montrer un peu quelles sont les choses importantes à regarder quand on choisit un ETF. Alors, dans le cas normal, la majorité des investisseurs privés, ils regardent deux choses. Le prix, c'est ce qu'on peut voir ici à la droite, les frais courants réels ou le Total Expense Ratio.
Ça veut dire les 0,55%, c'est le prix de l'ETF, les frais. De l'autre côté, à la gauche, on a le tracking error. Alors, dès qu'on a dit que le devoir d'un ETF, c'est de répliquer le plus fidèlement un indice boursier, ça veut dire que la performance de l'ETF doit être presque la même que l'indice sous-jacent. La différence entre le prix et l'indice, ça devrait être les frais. Évidemment, il y a des petites choses peut-être qui peuvent causer des différences, mais normalement, ce sont les deux choses qu'on regarde les plus. Ça, c'est valable pour un ETF ou si on veut investir dans un indice boursier très connu, très classique, comme un S&P 500, comme un CAC 40, un SMI, Eurostoxx, ce sont des indices qui sont bien connus, où il y a beaucoup de ETF qui les répliquent et les suivent. Et alors, on peut choisir quel est le mieux ETF qui fait la réplique et quel est l'ETF qui coûte moins cher. Mais et ça, c'est important. On a vu depuis Covid que l'investissement en megatrends, dans des secteurs spécifiques, dans des thèmes spécifiques. Et ici, j'ai pris l'exemple du video gaming, les jeux vidéo et les e-sports. Si on essaye d'avoir une exposition à un thème tellement spécifique, c'est important de regarder à plusieurs choses. Alors, on a parlé des coûts, des frais, on a parlé de l'indice. Mais ici, on parle de l'indice sous-jacent. C'est vrai que l'ETF, c'est une gestion passive. Mais ça ne veut pas dire qu'un ETF n'est pas capable de générer une surperformance. Ça veut dire, moi, je dois choisir ou regarder bien attentivement comment l'indice il est construit. Chez nous, chez Vanek, quand on offre une exposition à un thème ou un secteur, on essaye à offrir une méthodologie ou une approche qui s'appelle Pure Play. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le secteur des jeux vidéo, on aimerait offrir exposition aux entreprises qui font au minimum plus de 50% des chiffres d'affaires qui dérivent des jeux vidéo. Je vais vous faire un exemple. Je peux passer ici. Je pense que tout le monde connaît Sony comme, et le PlayStation. La PlayStation, c'est une des consoles jeux vidéo plus connues dans tout le monde. Même si la PlayStation est très connue, on ne va pas ajouter ou inclure le titre de Sony dans notre indice. Pourquoi? Parce que la PlayStation, elle fait que 25 ou 30%, pour prendre un exemple, 30% des chiffres d'affaires. Si on va inclure le titre de Sony dans cet indice, vous avez l'investisseur, il va avoir un 70% de tout le reste. Ça veut dire les ventes des télévisions, les droits des musiciens, le théâtre, les films et tout ça. Ça veut dire on n'a plus une exposition pure au secteur. Et je pense que ça c'est important parce qu'à la fin, si je fais pas ça, j'ai le risque de me trouver, par exemple, Sony dans l'ETF jeux vidéo. Peut-être je trouve Sony dans un autre ETF parce que ça peut avoir à faire avec quelque chose d'autre. Ça peut être part du S&P 500. Ça peut être aussi inclus dans un autre indice. À la fin, je ne vois pas que j'ai une exposition tellement forte sur Sony où le risque il devient plus grand. Alors, si je veux avoir une exposition pure à un secteur, je vais avoir une approche pure play. Une autre chose, c'est aussi d'avoir la liquidité. Et ça, c'est important parce qu'on a parlé des thèmes très spécifiques, des méga-trends comme l'hydrogène, par exemple. Alors, si on regarde l'hydrogène, c'est un secteur tellement nouveau et tellement petit
que chez nous, on a choisi d'offrir un indice qui offre une exposition à l'écosystème de l'hydrogène. Mais même l'écosystème, il a une exposition à 25 titres. Ça veut dire c'est très petit. Et alors, la chose plus importante, c'est d'avoir aussi de la liquidité. Je dois regarder si la liquidité de chacun des titres inclus dans l'indice elle est bonne. Parce que dans une situation de stress ou comme on a pu voir en 2022, si je dois vendre, je dois avoir la liberté de vendre et de me retrouver la liquidité sur le compte. Alors, la liquidité des titres inclus dans l'indice et l'approche pure play, par exemple, et ça, ce sont des choses très, très importantes. Et après, effectivement, aussi les frais et le tracking error. Très bien, merci beaucoup Salvatore pour ces précisions. Voilà, c'est vrai il faut quand même se rendre compte qu'il y a différents critères à prendre en compte lorsqu'on investit dans un ETF. Et je trouve assez intéressant l'analyse que tu as faite, notamment avec Sony, où on se dit que ça peut que être quelque chose qui est intégré à un indice sur les jeux vidéo. Mais comme tu l'as démontré, c'est pas forcément le cas. Donc ça semble c'est assez intéressant tout ce que tu nous as dit. Avant de passer à la prochaine question, alors je l'ai dit très rapidement au début, mais n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique des questions. Tout à la fin de la présentation, on va revenir, on va piocher deux, trois questions qui sont revenues, et puis on va y répondre. Donc n'hésitez pas si vous avez quelques questions sur ce que Salvatore présente, on pourra éventuellement y revenir à la fin. Voilà, donc pour passer à la suite. Oui. J'ai préparé aussi un deuxième exemple, hein, Marco, excuse-moi. Une chose peut-être, on a parlé de l'ETF thématique comme les jeux vidéo, mais par exemple, même si on regarde, excuse-moi si j'étais coupé, mais Non, non, pas si de souci. on regarde par exemple aussi un investissement en titre de qualité qui paye des dividendes. C'est quelque chose que on a recommencé à regarder en 2022. Jusqu'à 2021, tout le monde était investi dans les méga trends parce qu'on avait une politique monétaire sans intérêt. Les intérêts étaient à zéro, l'argent il était presque gratuit. Mais dès que la crise elle a commencé, les personnes, les investisseurs ont commencé à regarder de nouveau la qualité au titre value au lieu de growth. Moi, j'ai préparé aussi c'est un exemple d'un indice qui investe dans des actions qui payent dividendes. Il y a deux indices qui sont bien connus dans tout le monde. Ce sont le S&P Global Dividend Aristocrats et c'est le All World High Dividend Yield. Ce sont, je dirais, les indices les plus connus pour les dividendes. Mais je voulais aussi montrer le troisième, c'est l'indice de Morningstar qu'on peut voir ici en bleu. Alors, comme vous pouvez voir, depuis la fin de 2021 ou pendant la crise 2022, cet indice a eu une nette surperformance comparé aux autres indices. Pourquoi? La chose plus importante, c'est la construction de cet indice. La chose plus importante, c'est laquelle? Alors, c'est le focus sur la qualité. Qu'est-ce que ça veut dire? D'une côté, on va regarder si les entreprises ils ont payé un dividende. Ça, c'est clair. Le deuxième point ici, on va faire un écran de stabilité des dividendes. Ça veut dire on veut voir une croissance non négative du dividende sur 5 ans par action. Mais le troisième écran, je pense que c'est très important et c'est pour la qualité. Je vais voir ou je vais choisir les entreprises qui n'utilisent plus de 75% des revenus, soit des chiffres d'affaires pour payer les dividendes. Qu'est-ce que ça veut dire? Les 25% qu'ils détiennent pour eux-mêmes, c'est la qualité. Ce ne sont pas des entreprises qui vont payer tout ce qu'ils gagnent pour des dividendes seulement pour être peut-être plus attractifs aux investisseurs. Et ça, c'est quelque chose de très important. Mais une chose très importante, et je pense aussi un des points qui a porté cet indice à être
avec vraiment avoir du succès, c'est la pondération, ça veut dire l'exposition au titre qui a été réglée pas selon le dividende payé en pourcentage, mais basé sur le dividende payé en termes absolus, ça veut dire en dollars. Pourquoi? Alors, si on a une entreprise qui se trouve en difficulté, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, en temps de difficulté, je peux dire à mes investisseurs, écoutez, on va vous payer un 10%, 15% des dividendes. Ça peut être très, très intéressant au début, mais ça peut être une vie pour peut-être un peu cacher les difficultés ou pour essayer à tenir les investisseurs dans le titre. Si j'ai une exposition, une pondération qui dérive des dividendes payés en termes absolus, ça veut dire en dollars, je vais choisir automatiquement, on va inclure automatiquement les titres qui ont payé, distribué les plus dollars. Et ça, c'est une différence qui vraiment fait la grande différence si on fait la comparaison avec les autres indices. C'est le deuxième exemple que je voulais porter aussi. Oui, très bien. Alors, merci beaucoup, Salvatore. C'est vrai que c'est aussi intéressant de voir ce deuxième point de comparaison avec les dividendes. Donc, merci encore pour avoir précisé tout ça. Un autre point qui est assez important et qui revient souvent lorsqu'on parle d'ETF, c'est ce qu'on appelle le time to market. Autrement dit, quand et comment entrer sur le marché. Finalement, que doivent considérer les investisseurs lorsqu'ils entrent sur le marché? Est-ce qu'on doit peut-être investir tout en une fois? Est-ce qu'on doit répartir ces investissements en plusieurs fois? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus finalement? Alors, pour raison de compliance, on ne peut pas donner de l'avis d'investissement, mais je pense que la question, elle est vraiment, elle est bonne, elle est valable, et elle est importante. Une chose qui est sûre, personne n'est capable de trouver le bottom, ça veut dire le prix plus bas, et de vendre au prix plus haut. Ça, c'est quelque chose que ça peut être par chance, mais c'est pas la normalité. Alors, effectivement, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, c'est d'avoir un plan d'investissement régulier, par exemple. Pourquoi? Alors, si j'investis tous les mois la même chiffre, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe que un mois, j'achète peut-être à des prix plus élevés. Le prochain mois, j'achète à des prix plus bas. À la fin, ça n'importe parce que j'ai une moyenne. Que ce soit chaque mois ou chaque 3 mois, une fois par année ou une fois chaque 6 mois, ça n'importe. Effectivement, c'est quelque chose de très individuel, mais je pense que ça pourrait être une, une possibilité pour investir et faire un plan d'épargne régulière avec la même chiffre chaque fois. Mais effectivement, on peut que inviter tout le monde de se faire conseiller aussi du private banker, du conseillant pour avoir plus des idées. Mais ça pourrait être une idée comment gérer les investissements à la longue. D'accord. Donc voilà, là, on voit, comme tu l'as dit, on a différentes possibilités. Effectivement, comme je l'ai dit aussi au début, on ne peut pas faire de conseils en placement, donc on ne peut pas vraiment dire s'il y a une méthode ou une autre qui est la meilleure. Mais voilà, il existe donc différentes manières d'investir, soit de le faire en plusieurs fois, dans quel cas ça vous fait une moyenne, ce qui peut être assez bien, soit de le faire en une fois et espérer avoir acheté à un prix plus bas que la moyenne qu'on aurait eu en investissant en plusieurs fois finalement. Et puis là, alors on arrive sur une dernière question. Alors, tu en avais parlé un petit peu tout à l'heure, mais on entend aussi de plus en plus que la diversification est un critère très important, pas uniquement en termes d'ETF, mais de manière générale. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la diversification des ETF et à la diversification au sein d'un portefeuille?
Très bonne question aussi. Alors, la diversification, que ce soit pour les titres en action, pour les obligations ou les ETF, reste une des choses principales et essentielles d'un portefeuille. On sait si j'investe tout mon argent dans une action, un titre, j'ai tout le risque avec ce titre-là. L'ETF, par nature, il offre une diversification déjà au-dedans de l'indice. Même si c'est un trend très thématique, un secteur très spécifique, on a toujours les 20-25 titres où on peut investir. Dans le mieux des cas, effectivement, on a un portefeuille bien structuré avec une part core où on peut avoir les marchés principaux qui sont déjà bien diversifiés. Si on pense à un S&P 500, on est exposé à 500 titres. Si on va ajouter un SMI, on a encore des titres, le DAX, et le Nasdaq, et après on a les investissements satellites. Ça veut dire j'ai mis mon argent en 500 ou 1000 titres. Ça veut dire si un des 1000 titres, il va être en default, c'est dur, mais c'est pas la fin du portefeuille. Je pense que c'est vraiment important d'avoir la diversification toujours devant et de réfléchir comment on peut le faire. Un autre exemple de diversification, je trouve ça très important et intéressant, je dois dire. Si on regarde par exemple le secteur des semi-conducteurs, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup. Beaucoup de monde voit les semi-conducteurs comme le pétrole du futur. Pourquoi? Parce que effectivement, tous les gadgets qu'on a ont besoin d'un microchip. On a vu que les prix des voitures sont augmentés, on doit attendre 2 années pour les voitures. Mais pourquoi je parle de ça en termes de diversification? Alors, pendant le Covid, on a vu qu'il y avait des entreprises qui produisaient des semi-conducteurs, mais pour différents secteurs. Alors, les entreprises qui ont produit des semi-conducteurs pour le secteur de l'automobile, pendant le Covid, ils ont souffert parce que il n'y avait pas de question, il n'y avait pas de demande de voitures. Alors, ce sont des titres qui ont perdu un peu. Mais parce que tout le monde travaillait en smart working de la maison, il y avait des producteurs de semi-conducteurs pour le cloud service qui ont eu une forte demande de semi-conducteurs. Alors, si moi je vais faire un choix entre titre A et B, si j'ai la chance, alors je peux dire, ah, j'étais chanceux, alors j'ai pris le bon titre. Mais je ne suis pas diversifié. Ça veut dire, si je choisis le mal titre, alors j'ai perdu. Pourquoi c'est important? Après Covid, tout le monde voulait acheter des voitures. Et c'est ce qu'on voit maintenant. On doit attendre 2 ans pour une voiture. Pourquoi je dis ça en termes de diversification? Si j'ai une exposition à tout le secteur, si j'achète un indice qui investit en tout le secteur des semi-conducteurs, moi, je ne dois pas réfléchir si j'ai investi en des entreprises qui font des semi-conducteurs pour les voitures ou pour le cloud. J'ai tout le secteur, j'ai une exposition, on parle de bêta au marché, et alors je sais que c'est bon. Des 25 titres que j'ai dedans, peut-être 5 aujourd'hui ils vont mal, mais ils vont récupérer plus tard. Et en même temps, les autres, peut-être qui ont bien performé ou mal performé au début, après, ils vont récupérer. Je pense aussi ça, c'est important de considérer comme diversification. Très bien. Alors, si je résume, merci encore Salvatore pour tes réponses. Donc voilà, pour résumer, c'est vrai que la diversification, ça reste un critère important et de plus en plus, ça l'est pour les différents investisseurs.
Comme l'a dit Salvatore, la diversification, ça permet aussi une certaine protection. Si sur la globalité, on reprend l'exemple où on a investi dans un ETF qui reprend 500 titres, si 10, 5 ou 10 d'entre eux vont mal, vous avez l'autre partie qui peut couvrir. Un autre point qu'il faut aussi noter, je pense que c'est important de le dire, c'est aussi en termes de frais. Quand vous achetez un ETF qui investit dans plusieurs titres, vous achetez l'ETF dans sa globalité, donc vous avez les frais qu'une seule fois. Si on compare ça avec le fait d'aller acheter les titres un par un, alors pas forcément 500 titres, mais imaginons que vous vouliez acheter 50 titres d'un même thème, il faudrait les acheter un par un, donc là les frais seraient beaucoup plus élevés. Voilà. Alors, on arrive à la fin des questions. Je ne sais pas si Salvatore, tu voulais rajouter toi quelque chose de ton côté. Autrement, on peut passer à la session des questions. Non, de mon côté, je pense, c'était tout. On a le plaisir, c'est quelque chose qu'on peut dire très volontiers, d'être partenaire comme ETF provider sur Swissquote, de que les personnes, peut-être, ils vont regarder ou chercher quelque chose, ils peuvent le faire sur la plateforme. Oui, voilà, tout à fait. Donc, n'hésitez pas aussi à consulter notre site internet, à consulter aussi le site internet de Vanex. Ça peut que ce soit vous donner des idées ou simplement vous donner plus d'informations sur le fonctionnement des ETF. Je pense que c'est toujours bien de s'informer et toujours de regarder un petit peu ce qui se fait un peu partout. Alors, on va rapidement passer à la session des questions. J'ai vu qu'on n'avait pas eu énormément de questions. J'espère que c'est parce que le webinaire était plutôt clair. Bon, c'est vrai on a fait plutôt les bases des ETF. Ça peut aller beaucoup plus dans les détails. Mais là, alors si je reprends une question qui a été posée, on a Pascal qui nous a demandé si pour les ETF, les dividendes étaient automatiquement réinvestis ou est-ce qu'ils étaient versés directement aux investisseurs. Je ne sais pas si tu peux nous clarifier ça, Salvatore. Oui, effectivement, il y a les deux. Ça veut dire tout ce qui est chez nous, tous les investissements qui sont thématiques, sectoriels, ils sont de droit irlandais parce qu'on a deux genres d'ETF, un des droits hollandais et les autres irlandais. Tout ce qui est irlandais est un réinvestissement et les autres sont versés. Pour les ETF de droit hollandais, on a les dividendes qui sont versés sur le compte. D'accord. Donc, merci pour ta réponse, Salvatore. Donc, pour résumer, on a les deux possibilités et ça, vous pouvez le voir dans les détails de l'ETF. Quand vous regardez un ETF, vous pouvez toujours voir si les dividendes sont versés ou non. Par rapport à ça, Salvatore, on avait une autre question. Comment est-ce qu'on peut savoir comment un ETF, comment il est construit finalement? Est-ce qu'on a un document comme pour les fonds de placement de type fact sheet qui nous explique, ou est-ce qu'on a d'autres méthodes pour savoir comment il est construit finalement? Très bonne question. Alors, sur le fact sheet, effectivement, ce sont un peu les données de base. Mais une chose importante, c'est qu'on trouve aussi le nom de l'indice sous-jacent. Suivant, au minimum chez nous, on a la possibilité, avec un link, d'aller directement sur la documentation de l'ETF ou même d'avoir un link sur la page de l'index provider. Ça veut dire la société qui met à disposition l'indice. Et là, on peut choisir, on peut regarder très détaillé les caractéristiques, la méthodologie, on peut dire. Ça veut dire quel genre d'entreprise l'indice choisit, la liquidité, s'il y a des exclusions en termes de ESG, par exemple, c'est quelque chose qui est très important. Je peux voir aussi sur la page Internet l'article SFDR. Tout ça, on peut le trouver souvent sur le site de l'émetteur des ETF. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Salvatore, encore une fois pour ces précisions.
Alors, on va prendre encore une question. Alors, on a Mathieu qui demande, alors je pense par rapport à la réponse que tu viens de donner par rapport aux dividendes qui sont versés et par rapport aux différentes juridictions entre Irlandais et Hollandais, il nous demande quelles sont les différences et les conséquences entre les différentes juridictions. Par exemple, alors je prends un exemple autre de ceux que tu nous as donnés, mais si un dividende américain est versé, quelles seraient les dividendes, les différences avec les dividendes irlandais ou autres? Je pense peut-être notamment par rapport aux retenues ou autres. Alors, pour raison de compliance, je ne peux pas donner d'avis de manière fiscale parce que effectivement chaque investisseur il est différent et c'est important que la situation peut changer pour chacun complètement. Mais la chose que je peux dire, c'est qu'il n'y a pas de différence ou des désavantages en investissant en un ETF de droit irlandais ou hollandais. D'accord, très bien. Alors merci encore une fois. C'est vrai que par rapport à différentes raisons légales, on peut pas, comme au début, comme pour les conseils en investissement, on n'a pas le droit de le faire lors de webinaires. On n'a pas non plus le droit de donner de conseils en matière fiscale. Ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe la juridiction, vous avez la possibilité d'avoir des retenues et souvent vous n'avez pas forcément de désavantages à cela. Voilà, c'est vrai que c'est des taxes qui sont normales et habituelles, mais sont souvent les mêmes qui seraient prélevées lors de dividendes d'actions, par exemple. Voilà. Donc, on va prendre une dernière question. Je vois que René a posé une question. Il demande quel est le nombre minimum de titres conseillés pour la composition d'un ETF. Voilà, on a parlé d'ETF qui étaient composés de 500 titres, d'ETF qui étaient peut-être composés d'un petit peu moins de titres. Est-ce qu'il y a une règle générale, Salvatore, qui dit que voilà, à partir de tant de titres, c'est un bon ETF? Évidemment, je pense qu'un ETF qui est composé de 5 ou 10 titres, c'est pas forcément avantageux. Est-ce que toi, tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Oui. Alors, très bonne question aussi. On doit faire une comparaison ou la différence. Si on parle d'un S&P qui est un indice boursier, un des principaux, alors c'est clair, on n'a pas le problème. Mais donc on a vu qu'on peut investir dans des megatrends, dans des thèmes très spécifiques. Et je prends par exemple l'hydrogène. L'hydrogène, c'est selon nous quelque chose, un secteur qui est très nouveau. Ça prendra beaucoup de temps encore, mais quand on a choisi ou on a construit l'indice, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on veut offrir comme pour représenter le secteur de l'hydrogène. À nos avis, il n'y avait pas trop des entreprises pure play, vraiment pure play hydrogène. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a choisi de offrir tout l'écosystème de l'hydrogène. Ça veut dire les petits titres qu'on a, Pure Play, hydrogène, mais après on a inclus les constructeurs de électrolysateurs, que c'est important pour produire l'hydrogène. On inclut les entreprises qui font le transport de l'hydrogène, que ce soit liquide ou d'autres manières. Mais toutes ces entreprises-là, ils font un minimum du 50% des chiffres d'affaires du secteur de l'hydrogène. À combien de titres on est arrivé? Je pense à 20 ou 21. Et pour nous, on dit 20 titres pour un investissement tellement spécifique, c'est le minimum. Mais ça, c'est nous. Parce que, comme tu as dit correctement, à 5 ou 10 titres, c'est pas vraiment bien diversifié. Nous, on essaye au minimum d'arriver à 20 titres, mais on doit aussi dire que un indice comme ça, il est construit de manière que, avec le temps, quand le secteur il grandit, plusieurs entreprises peuvent être inclus dans l'indice. Mais 20 pour nous, c'est le minimum. Alors, moi, je peux aussi
faire une comparaison et dire, bon, j'ai vu un autre indice hydrogène qui a 100 titres. OK. Mais après, je vais voir. Il y a des choses, peut-être des titres d'autres secteurs. Alors, je me dois poser la question, ce titre-là, qu'est-ce qu'il a vraiment à faire avec le secteur de l'hydrogène? Comme Sony, est-ce que les chiffres d'affaires, la majorité, ça dérive de complètement différentes choses, de différents business? Est-ce que c'est vraiment une exposition pure play? Alors, c'est l'investisseur à la fin qui doit décider s'il veut avoir quelque chose avec le nom d'un secteur ou s'il veut avoir vraiment une exposition, même avec seulement avec 20 titres, un secteur, mais on peut définir pure play. Très bien. C'est parfait. Merci beaucoup pour ta réponse encore une fois, Salvatore. Donc voilà, pour résumer, je pense que le secteur est très important lorsqu'on on prend en compte finalement la composition d'un ETF. C'est vrai que pour l'hydrogène, ou ça peut être d'autres thèmes, finalement, on ne peut pas forcément trouver sur le marché une centaine de titres pour pouvoir composer cet ETF, ou alors si on peut le faire, ça va pas forcément être des produits comme l'a dit Salvatore Pure Play, qui sont intégralement ou en tout cas en majeure partie exposés dans le thème qu'on choisit. Donc voilà. Alors on arrive à la fin des questions. Je vais juste reprendre la main pour vous donner les dernières informations. Voilà. Alors comme ça, vous allez pouvoir voir mon écran. Très bien. Voilà. Voilà, alors normalement, vous voyez maintenant mon écran. Voilà, simplement, je voulais vous remercier d'avoir suivi cette présentation. Vous avez ici notre adresse mail qui est également l'adresse mail de confirmation lorsque vous avez reçu le lien pour le webinaire. J'en profite aussi pour remercier Salvatore pour sa présentation et pour son expertise dans les ETF. C'est vrai que c'est un produit qui est très intéressant. On voit qu'il se développe de plus en plus et qui devient de plus en plus populaire au sein des portefeuilles des clients. Donc on a eu aussi, nous, de notre côté, énormément de demandes pour en apprendre plus sur les ETF, d'où ce webinaire. C'est possible qu'on en fasse d'autres dans le futur, donc restez aussi attentifs sur notre page éducation du site Swissquote pour voir quels webinaires sont prévus. Encore une fois, merci beaucoup Salvatore pour ta présentation. Merci d'avoir été là. Et Merci à puis vous. pour les autres, merci à vous de votre participation. N'hésitez pas si vous avez des questions à nous écrire et à bientôt pour un nouveau webinaire. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci.